Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gelozo, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis. Bon, ben salut tout le monde, bienvenue dans un petit podcast un peu hors série aujourd'hui parce que Yann est sur la route pour rencontrer des clients. Donc, on va faire ça moi puis Vincent comme on avait déjà fait. Donc, ça va être moins thématique, là, quoique d'habitude, on part un peu tout le temps ça part dans tous les sens un peu. À Mais cause de Yann. c'est ça, c'est à cause de Yann. Fait que là, comme il ne sera pas là pour nous déconcentrer, on va s'en tenir à la logique des sujets C'est qu'on le avait trio prévus. économique sans. Écoute, dans tous les trios, tu as le Coke, la frite, le burger. Yann, c'est le Coke. Toi, puis moi, on est le burger puis la frite. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que Yann est parti pour son entreprise faire. Il faut gagner sa vie, hein. Donc, on s'était dit qu'on allait jaser de quelques sujets, peut-être un petit peu plus d'actualité, parce qu'habituellement, on est un peu intemporel dans le podcast, même si on réagit, comme dans l'épisode qui sort au moment où on parle présentement, mais là, vous autres, ça va être plusieurs semaines plus tard, qui est sorti sur YouTube, sur les plateformes. On parlait des paradis fiscaux, mais c'est en rapport avec l'histoire des Pandora Papers qui est sorti. Donc, on essaie tout le temps de prendre des sujets d'actualité puis les remettre dans une perspective plus globale. Puis là, je t'avais proposé qu'on parle un peu, c'est plus un sujet d'actualité d'une certaine manière parce que ça fait. Mais avant que l'Internet coupe, j'étais en train de dire que finalement, le Brexit, ce n'est pas un sujet d'actualité, mais ça revient dans l'actualité parce que là, il y a toutes sortes de problèmes en Grande-Bretagne, comme un peu partout, là, avec les chaînes d'approvisionnement. Puis là, évidemment, les journalistes ont saisi l'occasion pour casser un peu du sucre sur le dos de M. Johnson et de tous ceux qui étaient plutôt pro-Brexit dans cette histoire-là, en disant, ouais, là, vous voyez, là, présentement, là, on vit vraiment les contre-coups économiques de ce choix politique-là qu'on a fait. Puis si on était resté dans l'Union européenne, tout ça n'arriverait pas. C'est quand même assez c'est quand même une vision assez particulière, pareil, parce que tu te dis, ouais, mais ouvre tes yeux, là, chose, là. Tu vois bien que partout sur Terre, il y a des problèmes d'approvisionnement. Là. Il n'y a pas. Je veux dire, qu'est-ce que vient faire le Brexit là-dedans? Là? J'ai tellement trouvé ça. Je ne sais pas qui embarque dans ce genre de vision-là, mais j'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis ça venait quand même de des journaux britanniques, là, pas des trucs bizarres sur Internet. Là, ça venait quand même de journaux d'organes officiels, ce que j'ai vu. Parce que je trouvais ça quand même assez particulier. Là. Et ça ne fait pas vraiment de sens parce que, c'est effectivement mondial, mais la Grande-Bretagne n'est clairement pas un des endroits les plus affectés négativement, dans le sens qu'il y a d'autres endroits à des revenus comparables qui ont l'air d'être affectés davantage par les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, Mm-hmm. je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulièrement britannique à propos du problème que dans la Grande-Bretagne se débarque du lot d'une manière ou d'une autre. Donc, non. Maintenant, une fois que ça c'est dit, les problèmes d'approvisionnement que les gens aiment se plaindre, c'est pas à cause de la COVID. C'est un peu ridicule. C'est un peu comme si on disait que c'est parce que tu as un cancer que tu dois avoir de la chimio. Ben, Ouais, en fait, non, c'est plus précis, encore ouais. mieux comme analogie. Ça serait, c'est parce que tu as mal mangé qu'il faut que tu aies de la chimio maintenant. Mais c'est pas la même. L'analogie n'est pas super bonne ici. Là, Non, mais mais je l'idée, comprends ce que tu veux dire, mais on se trompe de cause un peu parce que comme il y a des variances dans les pays, qu'il y a des pays qui ont l'air de souffrir davantage, ça parle plus directement à des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement au niveau local, pas au niveau international. ben En oui. fait, l'idée que même il y a des bateaux qui font juste attendre en haute mer, quand les gens disent à Long Beach, par exemple, en Californie, tu as plusieurs navires qui attendent. Clairement, si les navires sont disponibles, c'est que le problème n'est pas dans le secteur de la navigation, mais c'est probablement plus dans le traitement portuaire. Et c'est là que c'est vraiment important de réaliser que qu'est-ce que les sociétés peuvent faire, qu'est-ce que les économies ont comme avantage, disons, si
les ports sont plus efficaces, sont mieux gérés Ouais. ou une performance supérieure. Bien, il y a une littérature sur la privatisation et la libéralisation des ports. Et ce qu'on observe, c'est que où est-ce que c'est privatisé? Les ports ont des heures de travail plus longues. Donc, tu n'as pas comme à Long Beach où les heures de travail, puisque le port de Long Beach, pendant très longtemps, ne travaillait pas la fin de semaine. Donc, tu avais des courtes périodes. Tu as suite à des privatisations, donc on a des exemples, par exemple, avec le Japon. Suite aux privatisations, tu as des taux de roulement qui sont beaucoup plus rapides. Donc, un navire arrive, on peut le débarquer, on peut enlever la cargaison beaucoup plus rapidement. Absolument. Les coûts de traitement sont plus bas. Donc, tu mets tout ça ensemble, c'est-à-dire que le port a comme une capacité plus élevée à gérer une crise. Donc, quand il y a une crise qui arrive comme la COVID, qui est la cause proximale du problème, mais pas la racine du problème, parce que c'est clair que dans les endroits où les ports sont mieux gérés, où l'infrastructure portuaire est plus compétitive, qu'il y a plus d'incitation à incorporer les mécanismes d'utiliser des mécanismes de marché pour mieux gérer, ce qu'on observe, c'est que oui, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas comparables avec, par exemple, ce qu'on voit à Long Beach ou ailleurs dans le monde. Et c'est quand même assez prenant quand on regarde en Angleterre où est-ce qu'il y a eu la privatisation des ports sous Thatcher. L'Angleterre ne performe pas exceptionnellement mal. Et en fait, on devrait se poser la question à quel point l'Angleterre performerait encore pire, étant donné si la Grande-Bretagne n'avait pas privatisé ses ports, parce que la performance pré-privatisation est absolument médiocre. Surtout étant donné que la Grande-Bretagne est une île avec ben oui, en plus. 60 millions de personnes, contrairement aux États-Unis qui ont 330, 340. Les États-Unis peuvent beaucoup plus facilement se servir d'une base manufacturière locale pour des transports locaux pour des limitations de production. La Grande-Bretagne n'a pas cet avantage-là. Donc, quand tu dis que la Grande-Bretagne arrive au milieu du paquet en termes de performance, en termes de l'ampleur des problèmes, étant donné que c'est une île, c'est comme si on disait, ben, elle performe nettement au-dessus de la moyenne. Oui, ben, tu sais, c'est drôle pareil parce qu'on dirait que l'invocation de la pandémie ou la COVID comme cause, c'est comme l'invocation d'un genre de cause naturelle qui vient se cacher qui vient cacher l'implication humaine là-dedans. C'est comme j'entendais l'autre fois dire ouais, mais là, c'est normal que les coûts de construction explosent dans certains secteurs à cause de la COVID. Puis je dis, ben non, pas à cause de la COVID. À cause, entre autres, que le gouvernement a fermé tous les chantiers de construction pendant des mois, ce qui a créé qui a créé un stop dans les activités. Et là, quand les activités reprennent, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ben, cette construction-là avait été signée pour être due telle date, mais là, on est en retard. Donc là, il y a une surchauffe au niveau de la demande. Exactement. Pour ceux qui font ce genre de travail-là. Mais dans le fond, c'est pas la pandémie, ça. Mais ton exemple est encore meilleur que celui des chaînes d'approvisionnement parce que ça montre encore comment chez les journalistes, il y a vraiment une incompréhension économique incroyable parce que ici, ce que tu vois, c'est vrai. Si effectivement, tu as fermé les chantiers pendant aussi longtemps, tu les as forcés à opérer à inférieur à la capacité normale, c'est sûr qu'il y a des délais. Donc, c'est sûr que le marché s'attendait à X nombre d'unités en période T plus 1. Right? Donc, demain, ils s'attendent à X nombre d'unités et il y a la moitié de ces unités-là qui est des unités additionnelles qui sont présentées. Bien là, le marché réalise que je m'attendais à ça de demande. La demande a continué d'augmenter, mais l'offre n'a pas continué d'augmenter. Bien, il faut qu'on ajuste les prix étant donné cette situation-là. Oui. Mais c'est pour ça que, par exemple, je suis prêt à parier que dans les prochaines 5-6 ans, après que tu aies ajusté pour l'inflation en général, là, parce qu'il faut mettre en compte ce que les politiques monétaires font, mais le prix du logement, une fois que les unités vont arriver à terme, que le prix du logement va rediminuer, même dans les... je ne pense pas à un pic pré-récession parce qu'il y a un paquet de réglementations niaiseuses qui ont été mises dans plusieurs places, mais que les prix vont redescendre au moins un petit peu en ajustant pour l'inflation. Ben, tu sais, puis tu as plein d'exemples comme ça, là, comme par exemple, à un moment donné, là, les gens disaient ah, mais le prix du bois d'œuvre a excessivement augmenté à cause de la pandémie. Là, je disais, mais non, c'est pas à cause de la pandémie, c'est à cause que le Brésil, qui est un exportateur immense de bois d'œuvre, à un moment donné, ils ont complètement fermé les exportations. Donc, il n'y a plus une planche de bois qui sortait du Brésil. Mais il y avait quand même une augmentation de la demande.
qui était vraiment importante. Oui, en plus. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Quand la demande augmente, pendant un moment, tu vas voir ce qu'on appelle du excess demand, mais éventuellement, les producteurs vont augmenter la production. C'est juste, ça ne prend pas 20 minutes d'augmenter la production. Là. Les gens pensent que quand on enseigne à nos étudiants les questions d'équilibre, on leur présente que les marchés s'équilibrent. Mais la réalité, c'est que dans le vrai monde, il y a des délais d'ajustement. Ça ne se fait pas facilement. Un entrepreneur qui voit que le prix a augmenté, disons, de 300 %, il aimerait ça produire plus, mais il faut qu'il achète la machine. Il faut qu'il trouve le travailleur. Il faut qu'il entraîne le travailleur. Oui, puis tu as de la friction comme les. Tu as des trucs qui viennent faire de la friction là-dedans, comme la réglementation. Mettons, tu dis, ah, ben là, le marché, il va s'adapter parce qu'il manque, mettons, de logements. Tu dis, oui, mais mettons que les places où il peut en construire, ça a été zoné agricole, ben, il ne peut pas le faire, même s'il voudrait le faire. Ben, c'est ça. Quand les gens disent c'est les marchés, tu vois, ça ne se passe pas comme dans les livres d'économie. Non, ça se passe exactement comme dans les livres d'économie. C'est juste que tu as tendance à croire qu'il faut qu'on regarde les deux images une à la suite de l'autre. Non, c'est un processus d'ajustement au fur et à mesure. Il y a plusieurs sortes de manières de le dessiner, mais c'est que par tâtonnement, tu finis par te retrouver à quelque chose qui ressemble à un équilibre, mais ça ne prend pas 5 minutes. Ce n'est pas un processus automatique. Si c'était automatique, mon Dieu, que le monde serait efficace. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Là. Il y a des frictions dans les ajustements à faire. Ben oui, absolument. Donc, mais la compréhension des journalistes de l'économie en général, c'est vraiment zéro. En fait, ça m'amène, je pense, à notre deuxième sujet, le beau commentaire de Vincent Marissal, qui est incroyable, incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, ça te montre, parce que vraiment, c'est un ancien journaliste. On peut mettre les air quotes autour d'un journaliste ici. Vincent Marissal qui dit, vous voyez, parce qu'il y a une image à Bromont, je pense, une prime d'embauche chez McDonald's de 1 000 $. Donc, si tu travailles chez McDonald's, tu as une prime de 1 000 $ à l'embauche. Tu vois, là, et ça, sa réponse à lui, c'est mais oui, on va mettre mais ça, c'est la preuve qu'il faut augmenter le salaire minimum et que ça n'aura aucun effet. Mais c'est un peu ridicule comme point parce que. Très ridicule. Ce que c'est en train de dire, c'est un peu comme. En fait, les gens pensent que quand on dit que le salaire minimum n'a pas d'effet sur l'emploi, il y a des situations dans lesquelles même les économistes les plus free market vont dire qu'un salaire minimum n'a pas d'effet sur l'emploi. C'est dans les cas où le salaire minimum est en bas du taux du marché. C'est-à-dire que, et puis juste pour les auditeurs, c'est comme si on disait les avocats ne peuvent pas être payés moins de 20 $ de l'heure pour leur travail. Oui, c'est ça, exact. Y a-t-il déjà un avocat qui charge 20 $ de l'heure? Il n'y en a aucun dans le monde qui charge moins de 20 $ de l'heure. Tu pourrais mettre cette loi-là, ça serait une loi superflue. Présentement, ce qui se passe, c'est qu'avec les conditions actuelles du marché du travail, un salaire minimum à 12-13 $ est plus superflu qu'il l'était avant la pandémie à 12-13 $. Donc, c'est un peu paradoxal, pareil que c'est un peu paradoxal. Moi, je n'ai pas compris sa stratégie argumentative là-dedans parce que tu viens dire, écoutez, là, ça ne changera rien. Ben OK, pourquoi il faut le monter d'abord? Mais aussi, tu sais, en fait. Je comprends pas l'argument. Je comprends pas l'argument. Moi non plus, surtout parce que ça ne fait aucun sens. Mais c'est aussi, tu sais, quand on parlait, par exemple, de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, puis je te disais, ben, si vraiment il y a un écart de 77 cents sur le dollar puis que c'est entièrement dû à la discrimination, pourquoi l'employeur serait assez niaiseux pour ne pas virer tous les hommes qui a embauché puis embaucher des femmes à 78 cents de l'heure au lieu de 77 cents? Je veux dire, quand des exercices rhétoriques comme ça détruisent ton argument au complet, ça devrait arrêter la conversation sur la base que toi, tu l'as proposé. Et donc, tu devrais avoir un argument beaucoup plus sophistiqué que celui que tu as présenté. Par exemple, peut-être qu'il y a moins de choix ouverts aux femmes. Ou dans le cas, par exemple, du salaire minimum. Donc, on applique cette logique-là au salaire minimum, disons. Si vraiment c'est ton argument, augmentons-le à 200 $ de l'heure, 300, 400. The sky's the limit, buddy. Continuons de l'augmenter jusqu'à ce qu'il soit à 700 $ de l'heure. Si c'est aussi simple que ça, augmente-le sans fin et je veux dire, et tout le monde ici comprend que le ad reductio absurdum qu'on vient de faire, il ne fait pas de sens.
Non, que c'est ce ça. n'est pas logique. Mais c'est justement ça, c'est que si cette réduction absurde détruit l'argument que l'autre vient de faire, ben, l'argument de l'autre était vraiment médiocre. Et Ouais. Vincent Marissal, c'était exactement ça. C'était un argument médiocre qui a avancé, qu'une réponse médiocre, mais juste un peu moins médiocre, élimine complètement. C'est ça la vertu des réductions absurdem, c'est que quand, par des simplicités, tu peux détruire un argument au complet, ça te montre que l'argument avait littéralement aucune valeur. Un argument plus sophistiqué, ça serait qu'il faut l'augmenter un tout petit peu parce qu'il y a des frictions dans le marché du travail, parce qu'il y a trop de concentration des employeurs sur le marché du travail, donc ils ont une capacité à dicter les salaires en décidant quelle quantité ils demandent. Alors, là, c'est plus sophistiqué, mais dès que tu fais ces arguments plus sophistiqués, tu te dis, ben, il y a peut-être un point au-dessus duquel on ne veut pas aller au-dessus de ça. Donc, Ouais. peut-être 15, c'est le top qu'on peut faire. Mais lui, ce n'est pas sa logique. Ce n'est pas l'argument qu'il fait. Ce n'est pas un argument sophistiqué. C'est la version taverne d'un argument sur le salaire minimum. Et comme n'importe quel argument de taverne, un autre argument de taverne peut le détruire. Ouais, puis en plus, ce qui est le plus drôle dans son histoire, c'est que lui, il y a 2 ans, il était sur le salaire minimum à 15 piastres. Pourquoi il n'est plus sur le salaire minimum à 15 piastres? Mais parce que le Christine Marché est déjà rendu plus haut que ce que lui voulait que le gouvernement lui impose. Donc, pourquoi il est rendu là? C'est parce que les salaires, il y a une hausse naturelle. Bien, le marché il s'équilibre lui-même, puis il y a une hausse naturelle des salaires. Sinon, c'est comme si les employeurs ils étaient assez cons pour dire ouais, j'ai de la misère à me trouver du monde. C'est quoi que je pourrais faire? Ben là, le gouvernement arrive et dit ben, il faut que tu augmentes leur salaire. Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est une bonne idée, je vais les payer plus cher. Mais non, n'importe qui en ce moment va dans des commerces qui manquent de personnel. On voit bien que les salaires sont pas offerts, ne sont pas du tout, sont même pas Effectivement. près du salaire minimum. Là, Mais même à 1000 de l'heure, le 1000 de prime chez McDonald's, divisé sur une année moyenne en termes d'heures de travail, donc 250 jours fois, disons, 40 heures semaine, c'est quand même presque 50, 60 cents de plus de l'heure. Et c'est une prime à la signature du contrat d'embauche. Je présume qu'il doit y avoir des termes sur le temps qu'il faut que tu restes de devoir le rembourser. Donc, il doit y avoir des choses comme ça. Mais c'est quand même complètement ridicule de faire l'argument que Vincent Marissal fait. Et je ne m'attends à rien de moins cependant. Et rien de plus, bien sûr, d'un membre de la législature provinciale ou de la fédérale. Ça ne change pas grand-chose le niveau de gouvernement. C'est généralement le niveau de sophistication économique que je m'attends. L'équivalent d'un cri obscène dans une ouais. taverne. Mais la réflexion, moi, que j'ai tout le temps un peu dans ce temps-là, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment aussi, quel mot je pourrais employer pour être pas trop méchant, est-ce que ces gens-là sont vraiment aussi limités qu'on le pense ou ils adaptent leur discours à une clientèle qui, de toute façon, ne comprend rien à l'économie? Puis, ben, tu sais, c'est comme quand, aux dernières élections, Mais c'est lui, même pas de comprendre de quoi non, mais l'économie, tu sais, c'est juste en général. non, je comprends, mais tu sais, mettons, lui, aux dernières élections, avec son parti, Vincent Marissal, il faisait des pancartes, puis dessus, c'était marqué des dents gratuites pour tout le monde. Ouais. Tout le monde sait qu'il n'y a rien de gratuit, first. Tout le monde sait que, ben, je dis tout le monde, les gens qui connaissent un peu savent ça, là. Puis tout le monde sait qu'à un moment donné, il va avoir, il va avoir un backlash à ça. Là. Si le gouvernement prend en charge la dentisterie, là, puis qu'il met sur pied une assurance dentaire, que, ben, à un moment donné, il va falloir que ça se finance. Ça. Il n'y aura pas de gratuité, il n'y aura pas rien. Mais ça, arriver puis expliquer ça, c'est pas beau, c'est pas sexy. Ce qui est beau, c'est faire une pancarte avec quelqu'un avec un beau sourire puis dire voici, si vous votez pour nous, ben, vos dents pourries dans la bouche, on va prendre ça en charge. Mais en même temps, juste une petite parenthèse de 2 secondes. La question de l'assurance dentaire, c'est vraiment probablement une des justifications les plus atroces pour l'intervention de l'État. Parce que, vraiment très simplement, l'idée que l'État prenne en charge certaines assurances, c'est qu'il y a des risques catastrophiques qui peuvent se produire et que les gens ne seraient pas capables de s'assurer normalement ou de se prémunir en prévention contre le risque. Mais je dis ça de même, mais te brosser les dents,
ça réduit massivement le risque d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a un comportement tout à fait contrôlable en amont qui gère le problème. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer des caries, mais une hygiène dentaire minimale, peut avoir un effet assez clair sur ne pas aller chez le dentiste pour les opérations plus coûteuses que le nettoyage biannuel. Mais dans un cas comme ça, imagine si on disait tous tes soins dentaires te sont couverts. Est-ce qu'à la marge, les gens déploient plus ou moins d'efforts pour d'hygiène buccale avant ou après cette réforme-là? La réponse, c'est clairement moins, à moins que le comportement soit parfaitement inélastique. La réalité, c'est qu'on le sait, on a par exemple, puis là, l'exemple est un peu, les gens ne le savent pas, ça, mais les études sur la fluorisation. Un des effets de la fluorisation de l'eau, même si c'était super bon pour l'hygiène dentaire, la fluorisation de l'eau, un des effets, c'est que certaines personnes ont réduit leur effort de se brosser les dents, de faire eux-mêmes des efforts d'hygiène dentaire, tout simplement parce qu'ils se disaient l'eau m'en produit une partie. Ben, donc, c'est un comportement maximisateur de changer les incitations. Bon, au net, l'effet était clairement positif, mais il y a eu un effet d'ajustement. En fait, ces affaires-là, on les appelle des effets de Peltzman. C'est comme celui sur la ceinture de sécurité. Quand tu rends obligatoire la ceinture de sécurité dans l'auto, effectivement, chaque accident devient plus sécuritaire, mais il y a un changement de comportement par le fait que je sais que c'est plus sécuritaire en moyenne, donc je peux conduire un peu plus. Comme je sais que tout le monde aussi est en sécurité, plus en sécurité que si j'ai un accident, je n'ai pas de poursuite civile ou que je n'ai pas de problème de ce genre-là. Et que si j'ai un accident, les chances que ça soit catastrophique pour moi sont plus basses. Bien, je peux aussi maintenant peut-être conduire de manière un petit peu plus reckless. Donc, il y a un ajustement behaviorial sur d'autres dimensions. Et on trouve généralement que les deux effets existent. C'est-à-dire qu'au net, oui, des trucs comme la ceinture de sécurité ou la fluorisation a d'augmenter la santé ou la sécurité en général. Mais il y a des ajustements comportementaux que les gens ont après que ce changement-là est fait, qui décident, je vais agir d'une manière un peu différente que j'aurais fait avant. Et les bénéfices qu'on a ici sont un peu plus petits que ce qu'on réalise. Mais tu sais, quand tu y réfléchis, entre autres pour la santé, là, le problème fondamental, c'est que l'État, quand il prend en charge votre santé, là, votre assurance, médicaments, etc., son objectif, au final, c'est que vous n'utilisez pas le système. Parce que vous êtes une dépense pour le système. Quand moi, je vais à l'hôpital, je suis une dépense. Ils ne veulent pas me voir. Mais si je vais chez le dentiste, ben là, je suis une source de revenus pour le dentiste. Donc, évidemment, ils vont vouloir regarder, les prendre des radiographies de mes dents. Est-ce que mes dents sont correctes? Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas fait. Ouais, tu as une dent ici qui a comme travaillé à pouce sur tes autres dents préventivement. On pourrait peut-être l'enlever parce qu'à long terme, ce serait mieux. Pensez-vous vraiment que si le gouvernement s'occupait de ça, il ferait des trucs préventifs de même? Il vous dirait, bah, regarde, pour l'instant, c'est correct, va-t'en chez vous, prends des Tylenol. C'est ça qui arriverait, là. Très probablement, mais il y a aussi un bon exemple aussi, c'est qu'il y a on ferait des comportements plus ridicules. Un bon exemple, c'est qu'il y a des articles scientifiques sur les comportements, par exemple, fumer dans des pays où l'assurance est privée et où l'assurance santé est publique. Et toujours étant égal par ailleurs, on a tendance à trouver que les endroits, en tenant compte, par exemple, des taux de consommation de tabac, des taux historiques, on trouve donc des endroits qui ont toujours fumé beaucoup plus. Quand tu tiens compte, par exemple, de ça, les différences que tu observes aujourd'hui peuvent être en partie expliquées par le fait que le régime est public ou privé. C'est-à-dire que quand tous les autres payent pour moi, ben, le résultat, c'est que je pourrais peut-être aussi me mettre à fumer davantage parce que j'ai plus le même coût de fumer. Ouais. J'ai le coût de santé qui est pour moi, mais je n'ai pas le coût qui est incorporé dans mes primes d'assurance. En fait, le coût va être uniquement incorporé dans la taxation additionnelle que je vais devoir assumer. Mais le bénéfice de la cigarette, par contre, est resté le même. La joie de fumer une cigarette n'aura pas changé. Peu importe c'est quoi que tu juges un bénéfice, ça ne va pas avoir changé. Mais le coût pour la personne privée
pas le coût social. Le coût privé a diminué. Donc, les gens vont engager en plus de ce comportement-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que on dirait que les gens qui ont toujours refusé de voir cette réalité-là la voient maintenant avec la COVID puis la vaccination. Ah oui, c'est drôle. C'est vraiment drôle, hein? Ça, je sais que tu t'en vas. Parce que comme là, on commence à avoir des médecins qui disent des trucs comme « Ouais, si vous avez refusé le vaccin, là, vous hospitalisez, ça coûte cher, vous privez les autres de... » En réalité, la réflexion qu'ils ont derrière, c'est un peu celle que tu disais tout à l'heure, parce que dans un système où tu payes le prix de ce choix-là, donc dans le fond, il y a un vaccin qui est disponible, il ne coûte pas cher ou il est même gratuit, ben, ta compagnie d'assurance pourrait te dire ben, tu le prends ou tu le prends pas, je m'en fous. C'est juste que si jamais tu es hospitalisé pour ça, on ne rembourse pas. J'aimerais ça regarder s'il y a des articles par pays qui font la même chose que pour les cigarettes, mais pour les vaccins. Je suis convaincu que les compagnies d'assurance ont tout à fait une incitation à te dire si tu prends le vaccin, je te charge des cotisations moins grandes parce que moi, ça réduit mes risques. Ben, je pense qu'ils le faisaient pour le voyage, en tout cas. Par exemple, avant que le gouvernement rende ça obligatoire, en tout cas à certaines places, ben, eux autres, ils avaient déjà dit si tu veux être couvert, mettons que tu vas au Mexique dans un tout inclus, si jamais tu es hospitalisé, si tu veux être couvert, ben, il faut que tu aies eu le vaccin avant. Ouais. Sinon, arrange-toi avec tes troubles. Ça fait parfaitement du sens. Mais c'est drôle comment tu dis que. Je me souviens aussi que j'ai eu la même pensée que toi. Quand il y a des médecins qui disaient peut-être qu'on pourrait leur envoyer le bill s'ils ont décidé de ne pas se faire vacciner. C'est une excellente idée, mon cher. Maintenant, fais donc le reste du système de santé juste pour voir. Ben oui, c'est ça. Parce qu'avant, si tu arrivais avec ce genre d'idée-là, tu passais pour un malade dans la tête. Si tu arrivais et tu disais écoute, quelqu'un qui fume puis qui a passé toute sa vie à fumer ou quelqu'un, mettons, qui est obèse morbide, est-ce qu'on devrait payer son insuline, par exemple? Hey, franchement, on n'a pas le droit de dire un truc comme ça, puis le système il est universel. Ouais, mais maintenant, quand c'est la COVID, là, c'est correct. C'est vraiment beau, les doubles standards. Mais moi, j'en ai pas de double standard ici. Moi, ce que je dis, c'est ayons un système de santé où il y a plus d'implication du privé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit pour les... Généralement, ce que je suis fan, c'est soit l'équivalent d'un voucher à toute fin pratique ou un medical savings account où tu peux accumuler, donc tu as un crédit qui t'est donné chaque année et tu peux accumuler sur cette base-là. Donc, disons, tu reçois un crédit de 10 000 par année, ce que tu n'as pas utilisé, tu peux le déplacer à l'année prochaine et tu peux prendre des assurances complémentaires si tu veux. Right? C'est-à-dire que tu es assuré un minimum sur l'entièreté de ta vie de 10 000 fois le nombre d'années de ta vie ajusté pour l'inflation. Mm-hmm. Ça, c'est un... Parce que l'idée, il t'assure à tout le monde au moins un minimum. Donc, tu fais en sorte que tu ne peux pas avoir des situations dans lesquelles il est mort parce qu'il ne pouvait pas payer. Non, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir, tu peux t'assurer au moins une base et après, tu peux ajouter de l'assurance privée, tu peux ajouter tous les mécanismes que tu veux et tu as l'avantage d'avoir toute l'innovation qui vient dans un secteur privé, mais aussi que tu fais payer aux gens le comportement d'internaliser des coûts qui sont normalement dans un système public externalisé. Plus de consommation, en fait, écoute, juste ici, quand je paye mon assurance aux États-Unis, il y avait des questions sur... en fait, ce n'était pas des questions sur mon poids. C'était des questions qui leur permettaient de savoir mon poids. Mm-hmm. Donc, à quel point j'avais des comportements alimentaires, certains particuliers. Et je te dirais que dès que j'ai vu la différence de prime par mois et par année à la fin, je te dirais que j'ai commencé à réduire un petit peu certains comportements en termes de... Le steak and egg, on va passer à une fois par mois au lieu d'une fois par semaine. Non, une fois par semaine au lieu d'une fois par jour. C'est ça. Oui, c'est sûr. Non, mais j'ai vraiment coupé beaucoup dans le steak and egg. J'ai vu ma diète changer justement parce que maintenant, je paye le prix. C'est ce que tu avais dit. Vérifie. Ouais, c'est ce que tu avais dit, Mané, quand tu avais dit que le gouvernement du Québec, en fait, subventionnait les fumeurs. C'était une autre manière de le dire, mais en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu subventionnes, en fait aussi, c'est une autre manière de le dire, ça pourrait être qu'on subventionne le fait que les gens conduisent d'une manière non prudente, parce que vu qu'il y a le no fault, si jamais il arrive quelque chose, c'est pas trop grave.
Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que, en fait, je suis convaincu que si tu enlevais le no fault au Québec, tu aurais moins d'accidents de la route, tu aurais plus de sécurité routière. À quel point les gains seraient importants, je ne le sais pas. Mais quand tu socialises les coûts de quelque chose, tu fais en sorte que les gens vont garder le même bénéfice privé, donc ils vont faire la chose davantage. Ils vont avoir plus de coûts sociaux, mais moins de coûts privés. Donc, au net, la société va être plus pauvre, même si chaque individu trouve que c'est bénéfique pour lui. Parce qu'au final, ça veut dire que toi aussi, tu changes ton comportement, donc moi aussi, je dois payer plus d'impôts. On serait plus riches les deux ensemble si on n'avait pas eu cette incitation-là. Oui, absolument. Absolument. Ça nous amène. C'est quoi l'autre sujet qu'on voulait parler après ça? Je m'en souviens plus. On avait le COP26. Oui. Parce que là, c'est donc pour une fois, je vais être obligé d'être d'accord avec un conseiller de Legault. Je vais marquer ça quelque part. Ça va être. Faut l'écrire sur le calendrier, ça n'arrivera plus jamais. Mais bref, ce qu'il disait, c'est que là, il énumérait un peu ce que le Québec avait fait en matière d'environnement, ce qui était fait, quel était un peu le portrait de la situation. Puis il disait, parce que là, il y a des groupes écologistes qui se plaignaient que le gouvernement ne les a pas consultés avant d'aller à la COP26. Je ne sais pas de quel droit, en fait. Je ne sais pas quelle obligation le gouvernement a à donner à ce genre de groupe-là. Mais bref, là, le conseiller en question de Legault, il disait de toute façon, vous ne serez jamais content. Puis, genre, oui, ce que tout le monde a compris, qui est la réalité, là, de toute façon. Là. Je veux dire, quand tu regardes le portrait comme tel, là, tu te dis, bon, ben, au Québec, mettons, tu as l'hydroélectricité. Depuis la fermeture de Gentilly, de mémoire, il n'y a plus de nucléaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en aurait encore. Ben, je pense que c'était la seule, ou peut-être qu'il y a une partie du courant quelque part qui vient de l'Ontario, où il y en a. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais de mémoire, en tout cas, s'il y en a, il y en a. C'est anecdotique. C'est infime. Aussi, on est un des pays, parce qu'on fait partie du Canada, mais c'est la même chose au Québec, on est un des pays où il y a le plus d'arbres par personne sur Terre. Ça, mais ça, c'est vraiment, encore une fois, un cas où est-ce qu'on est vraiment hypocrite au Québec. Effectivement, on a très peu d'émissions de gaz à effet de serre comparativement aux autres. Mais c'est probablement parce qu'on a fait en sorte que les autres en aient plus. Pendant longtemps. Je sais où tu t'en vas. C'est exactement où je m'en vais. On en a parlé de ça. Ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Le fait, en fonction des tarifs d'hydroélectricité, on a fait en sorte qu'un marché plus polluant soit attrayant pour les autres au lieu qu'ils achètent ce courant-là. Exactement. Mais ça veut dire qu'au net, là, si vraiment on veut se faire la petite tape dans le dos, là, OK? Quand on a fait puis ça prouve mon point aussi en général, que le meilleur environnementaliste, c'est l'environnementaliste de marché. Pendant 60 ans au Québec, c'est ça, 60 ans, depuis 1960, on offre l'électricité à des taux subventionnés, tant pour le résidentiel que pour le secteur industriel. Le résultat d'une telle approche, c'est qu'il y a davantage de consommation sur le marché québécois et que cette consommation-là n'est pas disponible pour d'autres États, d'autres provinces qui, elles, pourraient importer du Québec. Non, les avantages géographiques du Québec à cause de notre accès à des sources, à des rivières qui ont du haut débit, et non seulement du haut débit, mais aussi un débit stable. Ce qui est vraiment important parce qu'avec l'électricité, le gros problème, c'est que tu ne peux pas storer l'électricité. Donc, il faut que tu établisses beaucoup de capacités pour produire de manière continue et avoir une capacité d'extra au cas où qu'il y ait un pic. Parce que ce que tu ne veux pas, c'est que, disons, tu as 3 mégawatts disponibles. Ce que tu veux, c'est que le 3 mégawatts ne soit pas la consommation moyenne soit genre toujours 3 kilowatts par heure. Ce que tu veux, c'est que ça soit toujours genre 2,5. Puis quand ça pique un petit peu, il n'y a aucune chance que ça dépasse 3, mettons. Parce que là, tu as une surcharge sur ton réseau. Là, tu as une faille d'approvisionnement. Le Québec, toute la capacité additionnelle qu'il aurait pu libérer en vendant aux États-Unis, c'est de la capacité qui aurait peut-être remplacé du charbon, qui aurait remplacé du gaz naturel. Et même si le gaz naturel est supérieur au charbon, donc le shift au gaz naturel aux États-Unis est la plus grande tendance verte
qui se passe présentement aux États-Unis, ce que les environnementalistes n'aiment pas souligner. Mais si le Québec n'avait pas fait sa pratique de subventionner l'électricité, tant pour le secteur industriel que pour le secteur résidentiel, des États comme le Vermont, la Nouvelle-Angleterre, le New Hampshire, le Maine, le Massachusetts, l'État de New York, auraient une fraction beaucoup plus grande de leur consommation totale qui vient de l'hydroélectricité. Donc, le Québec, ce qu'il a fait à toute fin pratique, c'est du dumping sur les autres États. Et si on pouvait estimer au net l'effet que ça a eu, on pourrait probablement arriver que le Québec a juste augmenté autant ailleurs qu'il a diminué ici. Donc, bravo, on est tellement bon au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que les Américains polluent davantage que ce qu'ils auraient fait normalement. Puis on s'est appauvri dans le processus aussi. Ouais, parce qu'on aurait pu le vendre à un prix plus élevé. Donc, on aurait été plus riche comme collectivité. Donc, félicitations, gouvernement, depuis 1960. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu pris dans une espèce de vision où on dirait toujours que quand on parle de ça, c'est comme si le Québec, c'est le centre de l'univers. Tu sais, en dehors d'ici, il n'y a rien qui existe. Là. Nous autres, tout ce qu'on fait, là, c'est comme tout est tourné, toute la planète entière est tournée vers nous. Là, tu regardes le portrait global, tu regardes un peu l'état des choses, puis là, tu écoutes ces gens-là parler, puis tu es comme, bon, OK, on va construire un pont quelque part. C'est comme si là, tout allait exploser. Tu sais, c'est la fin du monde. Il me semble que c'est comme moi, quand je vois ce genre de discours-là, je trouve que ça se décrédibilise de soi-même. À un moment donné, je comprends que tu peux avoir des préoccupations environnementales, puis ça va. On va être bien baveux ici. Là. Je ne vais pas être généreux. N'importe qui a des préoccupations environnementales et qui a défendu la symétrie McInnes n'a plus le droit de se prononcer sur quoi que ce soit. C'est un peu comme le Parti libéral qui faisait la même chose. Là. Il disait ouais, là, nous autres, là, refaire un pont à Québec ou un tunnel, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps-là, il était dans le BC puis il supportait le même genre de projet parce que dans ce coin-là, c'était avantageux pour gagner un comté. Si vous pensez vraiment, si vous pensez vraiment que c'est le gouvernement qui va régler les problèmes de pollution, vous fourrez un doigt dans l'œil. Solide. Parce que la cimenterie McInnes, c'est vraiment mon exemple. Parce que les chiffres que le gouvernement lui-même a sortis, c'est que les émissions de la cimenterie McInnes, donc la cimenterie McInnes qui était disponible, qui est devenue une possibilité largement et presque exclusivement grâce à l'aide de l'État, ces émissions additionnelles-là étaient presque égales à celui du plan vert que le gouvernement avait déployé. Donc, oui, le plan vert avait réduit les émissions, mais cette autre politique-là les a augmentées par une proportion quasi équivalente. Donc, c'est le pyromane pompier, là. On va-tu vraiment faire ça? Puis si vraiment on voulait donner à l'État un rôle en termes de gestion du réchauffement climatique, et théoriquement, il y a une bonne défense à faire de ça. Je veux dire, comme économiste, je ne peux pas cacher qu'une externalité, c'est un problème et qu'il y a une défense théorique à faire, disons, de trucs comme des taxes pigouviennes ou des systèmes d'échange des émissions, donc des tradable markets for emissions. Mais ça, c'est théorique. Pratiquement, quand on regarde comment les gouvernements font leur politique publique en matière environnementale, 9 fois sur 10, ils font des choses qui sont contre-productives en même temps qu'il fait des choses qui sont productives. Et quand il fait des choses qui sont productives, ce n'est pas nécessairement celui qui est sur la base de l'efficacité du coût par kilotonne épargné. C'est toujours des politiques vraiment inefficaces, comme par exemple subventionner l'auto verte, l'auto électrique ou hybride qui arrivait à 300 ou 400 $ la tonne, alors que, par exemple, libérer un acre de terre de production agricole, le laisser retourner à la forêt, ça permettait de faire la même chose pour 23 cents. Pas 23 piastres, 23 cents. Ah ouais. Oui, donc, sauf que ça, tu ne gagnes pas de vote avec ça. Mais c'est ça, je suis bien content. Mais il est là je suis le problème. Bien content. Mon plus grand rêve, c'est de ne jamais me faire élire. Ben oui, c'est ça. Mais eux autres, ils ne feront jamais ça. T'sais, comme tout le monde, je pense que tout le monde a compris là, que quand ils annoncent des projets verts, à dérouler des rubans, puis là, on va construire un train, puis un train de banlieue, puis le but en arrière de ça, c'est pas la planète, c'est pas l'environnement. Le but en arrière de ça, c'est la réélection, c'est faire plaisir à un segment de marché qui est très vocal, entre autres dans les médias, entre autres dans certains groupes qui font de l'activisme. Parce que si c'était réel, tu sais,
Je veux dire, on a quand même au Québec une madame, je sais que c'est une de tes préférées, là, mais cette dame-là, elle était dans le bureau quand le Parti québécois a signé Ah oui. l'accord comme quoi qu'on allait forer l'île d'Anticosti. Et aujourd'hui, elle était à la tête d'un parti qui s'appelle Climat Québec, là. Ah, Martine. Je veux dire, Ah, Martine. pour moi, pour moi, tout est résumé dans cet exemple-là de ce que c'est Ouais. qu'un politicien pour l'environnement, là. Oui, puis le pire, c'est que quand tu l'entends, elle se défendre, elle va dire, vous savez, c'est la nécessité de travailler ensemble dans un parti. Des fois, il faut faire des compromis. OK, d'accord, mais tu fais juste faire mon point. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner une majorité uniquement avec ça. Donc, tu vas te retrouver avec des politiques schizophrènes qui font en sorte que tu vas avoir des trucs qui aident d'une main, mais qui nuisent de l'autre. Donc, Ben oui, puis ça, je comprends que ça te défend toi puis ton record comme politicienne, mais ça ne te défait pas pantoute mon point. If anything, ça augmente la valeur de mon propos puisque tu confirmes ce que je dis. oui, ben c'est comme Cette femme-là, elle n'avait mais aucun instinct de compréhension. C'est elle, puis comment il s'appelle? Vincent Marissal, depuis qu'on parlait tantôt, là, c'est mes deux exemples de gens qui ont, à première vue, ont l'air d'avoir du contenu, mais quand tu les regardes, ce que c'est j'ai été dans l'allée des produits surgelés, mais produits intellectuels surgelés. J'ai choisi le Michelina, qui était ouais. celui ça fait 3 mois qu'il est déjà sur les étagères, celui que personne n'achète. Et là, je l'ai réchauffé, je l'ai mis dans le micro-ondes, puis je vais prétendre que c'est de la haute cuisine. Ça, c'est l'équivalent intellectuel de ce que ces gens-là nous servent. C'est généralement aucune profondeur, mais ils vont le mettre dans une belle assiette, par contre. Ils vont mettre du basilic par-dessus, donc là, ça a l'air fancy. Mais en réalité, quand tu goûtes, ça goûte ce que tu Ouais. t'attends qu'un repas surgelé et réchauffé goûte, c'est-à-dire Mais c'est drôle c'est parce un que lunch. ben ouais. Mais c'est drôle parce que cette semaine, pour une fois, j'ai entendu une question que j'ai trouvée très intelligente de la part ben, je ne sais pas si on peut dire que c'est un journaliste, mais c'était à Radcan. Euh, il y avait, le gars interviewait voyons, Stephen Guilbeault, qui maintenant est ministre de l'Environnement et pas tant de choses. Et il lui demandait, est-ce que vous ne risquez pas de subir le même sort que Nicolas Hulot en France, c'est-à-dire un écologiste qui est militant puis qui va au gouvernement, qui finalement, après un certain temps, est un peu obligé de défendre ce que veut faire le gouvernement, ce qui est souvent l'inverse de tes propres convictions. Et puis là, Guilbeault a comme patiné un peu, puis c'est très bien que le journaliste avait totalement raison. C'est ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral va décider, comme ils ont déjà fait, d'acheter un pipeline ou je ne sais pas Ah oui, trop. c'est vrai, j'avais oublié ça. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ils vont envoyer ce gars-là se faire jeter en dessous de l'autobus dans un point de presse, puis il va être obligé de dire, ben écoutez, fallait peser les pour et les contre, et puis dans le fond, à l'intérieur de lui, il est en sacrament, mais il n'a pas le choix en tant que représentant du gouvernement de faire ce qu'on lui dit de faire au final. Ça te montre que les principes ont généralement, comme je dis tout le temps, everything has a price. Ben, je suis sûr que quand ça va se passer, on va pouvoir dire tout a un prix. Et clairement, pour toi, la préservation du pouvoir et le sacrifice de tes principes et le prix que tu es prêt à payer pour préserver ta position de pouvoir. Félicitations. Tu es l'équivalent des gens qui travaillent au coin de la rue Sainte-Catherine. Mais contrairement à ces gens nobles qui travaillent au coin de la rue Sainte-Catherine, c'est moi qui dois te payer. C'est moi qui dois te payer pour le luxe de me faire. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que ceux au coin de la rue Sainte-Catherine, je les paye pour faire l'alternative. C'est la grande différence entre les travailleurs de ce coin de rue et c'est très bien. Bon. C'est la différence entre une prostituée et un politicien, c'est que la prostituée, tu la payes pour te fourrer et le politicien, tu le payes pour qu'il te fourre. Ouais, ben j'ai toujours un peu de misère quand on compare ces deux-là, parce que je trouve que la prostitution, c'est un Ça métier. manque de respect. Ben, Ça c'est manque de ça. respect aux prostituées. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est parce que souvent aussi, comment je pourrais dire ça, c'est un peu des fois une solution de dernier recours pour certaines personnes. Là, donc, alors qu'en politique, c'est un peu comme pour certains l'accomplissement d'une vie un peu étrange. On va aller là pour se. Ah. Mais bon, je pense que
pense que les gens qui nous écoutent ne sont pas des gros believers de la politique, malheureusement. Et ils ne devraient pas. La meilleure chose que tu devrais faire, c'est de ne pas faire de politique. Lire un livre, passer du temps avec ta famille, avec ta communauté proche. La politique, c'est la pire manière d'investir un dixième, un millième de ton temps. Don't waste time. Ouais, puis ça, honnêtement, un des effets négatifs de s'intéresser à ça, c'est que ça rend tellement cynique. Là. Parce que tu vois trop de choses que tu penses que l'être humain ne devrait pas faire. Donc, tu sais, non, au contraire, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je ne pense pas que ça rend les gens cyniques. Je pense qu'il y en a beaucoup que ce qui se passe, c'est que ça les rend plus obstinés à vouloir forcer les choses pour que ça soit comme ils veulent. Parce que si tu arrives avec la prémisse que tu sais mieux, que normativement, tu as un idéal qui est supérieur à celui des autres, si ça ne marche pas, tu t'essayes plus fort. Ça veut dire que c'est toi qui n'as pas essayé plus fort. Il y en a que ceux qui sont vraiment de bonne foi, c'est comme ça qu'ils lisent ça, c'est leur échec à eux. C'est eux qui n'étaient pas assez nobles pour mon projet. Ouais. Ça, c'est encore pire. Donc, c'est pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, là, mettons qu'on prend la politique américaine 2 secondes avant de terminer. Ben, quand, mettons, il y a des accusations de trucs sexuels sur un républicain, ben là, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que ces gens-là démissionnent. Tout. Quand c'est un démocrate, on peut passer un peu par-dessus. Si tu prends un autre exemple, quand c'est les déficits publics, ben là, quand c'est des démocrates, c'est la dette, c'est dégueulasse. Puis là, ouais. ils vont scraper le gouvernement. Quand c'est un républicain, la dette, c'est comme plus un sujet. Écoute, un gros déficit, no problem. Deficits don't matter when it's Republicans. Bon, ouais, c'est ça. Mais en même temps, cette espèce d'hypocrisie qui se passe, ça explique tellement de choses aux États-Unis. L'espèce de mentalité de on s'en fout, surtout chez les gens de droite, on s'en fout que Trump soit ordurier ou déplaisant. Il envoie chier les gens qui m'envoient chier moi. Donc, c'est correct. Ouais. Et ça, là, c'est sérieusement, quand les gens de gauche vont comprendre que arrêter d'essayer de mépriser les gens qui sont différents d'eux autres, puis de penser que leur mode de vie est inacceptable, les gens de droite vont arrêter d'appuyer des candidats extrêmes comme Donald Trump ou Éric Zemmour en France. Oui, absolument. Ben, c'est parce qu'aussi, si on parle de Zemmour un peu avant de finir, moi, je pense que beaucoup de gens récoltent ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire que pendant des années, il n'y avait aucun débat possible sur le simple fait d'amener comme sujet, mettons, l'immigration, c'était bon, là, tu es un raciste, tu es un xénophobe, tu es un ci, tu es un ça. Parler de telle autre affaire, c'était. Le fait d'avoir mis des interdits puis beaucoup de tabous dans la société, ça crée, je pense, chez une partie de la population une certaine frustration. Ouais. Fait que là, quand un candidat extrême sort. Ben, quand quelqu'un arrive et dit ben moi, là, savez-vous quoi, je vais en parler de ça, puis je vais dire ce que les gens pensent, puis je vais être le candidat de la majorité silencieuse. Tout. C'est sûr qu'il va y avoir un électorat pour ça parce que tu as diabolisé tes adversaires. En fait, ça revient à ce qu'on avait dit, ce qu'on parlait un moment donné par rapport au révisionnisme en histoire. C'est ce que le fait de criminaliser un discours rend légitime ce discours-là aux yeux des gens qui le voyaient comme. Oh, puis des fois, c'est même pas aussi poussé que ça. C'est juste que, mettons, on voyait sur l'immigration, puis je n'ai jamais caché que j'étais vraiment open borders, que pour moi, je n'accepte pas les arguments anti-immigration, mais je peux comprendre comment des gens pourraient dire, ben, ma culture change, mon environnement immédiat change à cause de l'immigration, j'aime pas ça. Puis là, je vais répondre. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est peut-être d'autres politiques qui sont pas liées à l'immigration qui causent le problème? Est-ce que tu sais, comme en France, comme en France, à chaque fois que quelqu'un me parle des trucs d'immigration en France, je suis comme, ben oui, mais ce que tu es en train de parler là, c'est la politique de tel gouvernement qui a décidé que c'était une idée géniale de construire des tours en banlieue de la ville et de tout foutre ce monde-là là-dedans. Oui, bien, là, tu peux faire. Mais là, tu remarques que tu n'es pas en train de critiquer l'immigration, mais tu comprends un peu qu'est-ce que les gens n'aiment pas, les zones de non-loi. Exact. Mais là, si pendant plusieurs années, tu fais que n'importe qui souligne un point, au lieu de traiter la chose avec au minimum de respect ou de générosité. Tu leur fais des procès d'intention. Tu leur fais des procès d'intention. C'est sûr que quand il y en a un qui va être plus extrême, c'est comme un véhicule qui n'a pas de soupape.
éventuellement, la pression s'accumule. Et d'autre part, une fois que tu as un candidat qui est tellement extrême que il y a même des rendements à être extrême, donc c'est même bénéfique d'être à l'extrême. Là, ça éclate, puis tu n'es pas capable de l'éliminer à ce point-là parce que les gens qui finissent par le baquer sont peut-être même pas d'accord avec lui. Je suis sûr que si on allait voir, par exemple, chez les militants de Maxime Bernier ou chez les militants d'Éric Zemmour ou chez les militants de Trump, puis tu leur mettais des affirmations que Trump a dit ou que Zemmour a dit, ou des propositions, et tu leur dis, est-ce que tu es d'accord avec ça? On trouverait que ce n'est pas un taux d'accord de 100 c'est peut-être même pas un taux d'accord de 50 mais parce because they're sticking it to the other guy, qu'ils envoient chier la partie qui leur a dit que les choses qui les inquiétaient, leurs inquiétudes étaient complètement atroces, que c'était des ordures, que c'était pas du bon monde, ils étaient motivés par des mauvaises raisons. Même s'ils ne sont pas d'accord avec le candidat, ils vont le backer parce qu'ils taillissent toi plus qu'il l'a lui. Ben, je pense qu'il y a une ligne des fois qui est franchie que les gens... C'est comme moi, par exemple, dans ces personnages-là, il y a des choses que j'aime. Pourquoi je les aime? Parce que j'aime voir un peu de chaos dans la politique. J'aime voir ces gens-là un peu s'entre-détruire. Et quand il y a des outsiders qui arrivent et ils disent, voyez ce nid de guêpe-là, regardez mon pied, voici mon pied dans le nid de guêpe. Moi, personnellement, j'aime voir ça. Après, le problème, c'est quand tu franchis la ligne à croire tes propres affaires, tu te dis, ah oui, mais Zemmour comme président, moi, j'aimerais vraiment ça. Non, moi, j'aime voir Zemmour détruire des gens dans des débats. C'est mon plaisir coupable. Après, j'irai pas... C'est pas parce que c'est quoi qu'il dit, c'est parce que tu vois l'autre qui n'est pas capable de répondre, puis qui est là. C'est vrai, je ne peux pas cacher que quand je vois des choses comme ça, là, c'est très plaisant. C'est très plaisant de voir des gens qui sont habitués de ne pas se faire contester, de ne pas se faire challenger. Ben oui. Que là, la minute qu'ils se font challenger, tu vois que c'était des hommes de paille, que c'était des pleutres. C'est comme, il y avait un point de presse à un moment donné de la Maison-Blanche où Donald Trump il arrive, il commence son point de presse, puis durant la fin de semaine, il y avait eu un gros congrès démocrate. Puis là, il commence sa conférence de presse, il fait « Hello, hello. I hope you have a good weekend at your convention. » Je trouvais ça juste trop drôle. C'est un troll. C'est un troll, mais la face, c'est qu'il faut que tu prennes ces gens-là. Tu sais, Éric Zemmour, en fait, il a toujours été un polémiste toute sa carrière. Moi, j'avais lu un de ses livres, là, Le Suicide français, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est Le Suicide français. C'est un troll, puis c'est un lightweight. C'est l'équivalent de droite à Olivier Niquet. Ouais, je pense que c'est. Je suis pas sûr que c'est fin, mais. Pour qui? Bah, je pense que c'est quand même une coche en haut, pareil. Non. Pour qui? Mais c'est parce que. Niquet, une coche en haut? Non, écoute. À un moment donné, t'es tellement dans les égouts à ce point-là que. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un personnage comme Zemmour, il affiche il affiche une érudition et une connaissance de certaines affaires. Il affiche, ça ne veut pas dire qu'il l'a. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ça d'un point de vue un peu détaché puis que tu ne connais pas ça, moi, je peux très bien comprendre que, entre guillemets, ça épate la galerie. Ça, je le comprends. Parce que c'est un personnage qui est quand même, je veux dire, tu le compares, mettons, à d'autres politiciens que tu as déjà vus, puis tu te dis, ben, lui, ce politicien-là, n'importe qui le voit que c'est un abruti. Lui, ça prend plus de temps avant que tu t'en rendes compte. C'est ça que je pense que c'est ce qui explique un peu le succès de ce genre de personnage. Mais en même temps, ce qu'on appelle des abrutis, en même temps, le politicien probablement le plus instruit que j'ai vu de ma vie, c'est Boris Johnson. Je veux dire, le gars, je ne sais pas si les gens savent ça, mais le gars, il est capable de lire le grec ancien, le latin. Il est capable de faire des pérorations qui sont presque éternelles sur des sujets vraiment obscurs de littérature ancienne. Le gars, il a une érudition incroyable. Il a juste l'air d'un clown. Et il joue parfaitement le jeu du clown. Il sait très bien ce qu'il fait. Non, il y a des gens très brillants là-dedans. Je pense qu'Angela Merkel, c'est quelqu'un de très intelligent. Oui, mais l'affaire, c'est que quand tu remarqueras la raison que Boris Johnson réussit, c'est parce qu'il ne fit pas dans un moule. Il n'est pas attaquable dans le moule classique.
Et il répond d'une manière qui est toujours assez sauvage. Et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne, les conservateurs sont très confortables avec Johnson relativement aux alternatives parce que Johnson, il rit de la gauche. Ils ne sont pas capables d'avoir un rôle de lui. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils l'aiment. C'est parce qu'ils haïssent tellement l'autre côté qu'ils sont confortables avec les clowneries de ce gars-là. Même si ça venait de leurs enfants à eux ou si ça venait d'un membre de la famille, ils trouveraient ça hautement inacceptable. Et ça te montre vraiment à quel point il y a un avantage à arrêter de prétendre que tout ce que l'autre bord pense est nécessairement stupide ou mauvais. Des fois, il y a des bonnes versions d'un argument, il y a des mauvaises versions. Et tu devrais traiter toujours sur la base de la meilleure version possible. Pas en prenant, disons, une clip d'une émission de radio d'un animateur que tu n'aimes pas, puis là, tu prétends que lui, il représente tout le monde, et là, tu te mets à l'attaquer sur ça, puis tu prétends que tout le monde qui l'écoute est donc un imbécile. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Mais ça prend quand même une certaine indépendance d'esprit, si on peut dire, pour faire ce genre de choses-là. Comme tu sais, moi, par exemple, un moment donné, j'avais fait un podcast sur Simone Veil, qui est une intellectuelle de, je pense, pas grand monde qui vont dire qu'il n'est pas de gauche. Là. Je veux dire, elle a été dans des mouvements communistes, etc. Mais moi, je trouvais que son texte qu'elle a écrit sur la suppression des partis politiques était extrêmement intéressant. Donc, j'ai fait un podcast là-dessus, j'en ai parlé. J'ai expliqué c'était qui, cette philosophe-là, puis qu'est-ce qu'il en était de son texte. Mais combien de gens sont capables et ont l'honnêteté de faire ce genre de truc-là? Tu sais, je veux dire, combien de gens... C'est bien trop difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre bord dit. Est-ce que quelqu'un de gauche va arriver et va dire « Ouais, écoutez, moi là, j'ai décidé que je prenais, mettons, je sais pas moi, un article de tel gars qui est étiqueté de droite, mais j'avoue que ce qui est écrit là-dedans, je suis d'accord avec ça pour telle et telle raison. C'est très, comme tu dis, c'est très tribal. Là. Puis les gens, ils vont avoir peur de... aussitôt que tu es accolé comme à quelqu'un d'autre, ils vont dire « Ah non, mais moi, je veux pas... même s'ils disent la même chose. En fait, ce qui est quand même très drôle, parce que si on reprend, mettons, la politique française, tu vois, mettons, des personnages comme, mettons, Jean-Luc Mélenchon puis Marine Le Pen. Puis là, tu te dis, à part sur l'immigration, ils disent toutes la même chose, en fait. En fait, les deux disent exactement la même chose, mais si tu les mets dans une pièce, ils sont incapables de se parler. Puis tu te dis, oui, mais mettons, à part l'immigration, vous êtes d'accord pour tout. Vous êtes deux anti-euros, vous êtes deux anti-libérales, vous êtes, vous êtes la même chose. Oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de différence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine. J'ai pas de jeu de mots pour Marine Le Pen, mais c'est le même. Alex, t'enlèves l'immigration, puis bonnet blabla bonnet. Ah, c'est ça. Donc, c'est rendu là, mais ils ne sont pas capables d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont bien plus d'idées en commun qu'ils n'en ont pas en commun. Mais pourquoi ils ne sont pas capables d'être ensemble? Parce que dans l'arène politique française ou dans la vision française de la politique, où on ne comprend pas trop ce que c'est que la gauche puis la droite chez eux, là, même l'extrême droite est de gauche là-bas. Mais la France, il faut se rappeler qu'il y a une chose qui est plus importante en France que étrangement ici au Québec. Je dis ici au Québec, même si je suis en Virginie, c'est le rôle de la question de la souveraineté. Chez les Français, la nation, la République, l'idéal gaulliste / républicain, c'est un idéal qui domine très, 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 très fort. La République a remplacé Dieu, en fait, là-bas. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Quand ils parlent, quand tu écoutes-les parler, c'est la seule place au monde où tu vois ça. Ils finissent leur discours, vive la République, vive le. Puis ils parlent de ça comme si c'était une personne. En fait, ils ont déifié leur système politique. Je n'avais pas remarqué ça, franchement. Je ne sais pas quoi répondre. Non, mais tu sais, est-ce que tu imagines-tu, mettons, François Legault qui finit de parler puis il fait vive la monarchie parlementaire? Tu sais, je veux dire, personne. J'aimerais ça. Mais non, effectivement. Et c'est dans tous leurs trucs. Vive la France, vive la République. Puis ils sont là, puis ils parlent de la République avec un grand L et un grand R. Puis là, tu te dis, c'est quoi ça? C'est comme vraiment un idéal qu'ils ont. Puis là-bas, c'est comme personnifié, en fait. Puis même, tu vois que le président français, son rôle est un peu calqué sur celui du roi de France, là, en fait, avec le pouvoir de gracier puis ce genre de trucs-là.
Il y a un côté un peu... c'est un régime politique assez spécial, la France, on ne se le cachera pas. Oui, mais à cause que tu as cet axe de la souveraineté, en fait, ça fait juste... Ce que tu dis, ça fait juste rajouter à ce que je dis, puis peut-être même renforcer mon propos, en fait, une version plus forte de mon propos. Je ne sais pas si j'irai quand même aussi loin que toi, mais je ne peux pas dire que je suis en désaccord non plus. Mais c'est l'idée que l'axe souveraineté versus gauche-droite économiquement ajoute à ça un axe gauche-droite social. Ça fait que dans un univers à 3 dimensions, c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui sont économiquement de gauche, mais hyper souverainistes, et que tu as des gens de gauche qui sont hyper globalistes et donc qui se retrouvent genre juste à côté de Macron, même s'ils sont très à gauche, ou qui sont très à droite économiquement, mais qui sont globalistes aussi, donc qui se retrouvent aussi avec Macron. Ça s'explique très bien dans un univers à 3 dimensions. Ouais. Mais tu sais, mettons, si mettons, tu es quelqu'un qui veut plus de liberté et qui a à cœur la liberté économique, puis tu es pogné pour voter en France, tu sais pas quoi faire. Je veux dire, le libéralisme économique en France, c'est vu comme une maladie mentale presque. Là. Je veux dire, il y a très peu de gens qui défendent cette option-là, puis que tu prennes Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon, même Macron n'est pas un très grand défenseur de la liberté économique, là, malgré ce qu'il prétendait être au début. C'est très mal vu. Tout le monde débat là-bas, puis lui, il est de gauche ou il est de droite, mais ils sont tous un peu anticapitalistes. C'est un peu compliqué à comprendre leur vision de la politique là-bas. Je m'ennuie d'Alain Madelin. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le dernier candidat qui a affiché l'étiquette libérale dans son titre à l'élection de 2002, je pense. Il avait fini avec 5 %. À l'élection subséquente, il y avait Alternative libérale, qui était un parti quand même assez free market. Ils n'ont pas été capables d'avoir leurs 500 parrainages, donc ils n'ont pas réussi à se présenter à la présidentielle. Ouais. Parce que, tu sais, j'en connais un peu des gens, des Français, puis des fois, on a des discussions, puis ils me disaient, ouais, Zemmour va être le candidat de la droite. Puis je disais, Zemmour, c'est un anti-libéral, mais carabiné, là, pour lui, c'est genre le libéralisme économique, c'est une des pires plaies qu'il a jamais eues. Comment vous définissez vos termes là-bas? Je veux dire, vous n'avez vraiment pas la même définition que moi. Là, je veux dire, OK, pourquoi il est de droite? Il est de droite parce qu'il envoie chier la gauche, c'est ça, en gros? Si c'était ça au Québec, tu te retrouverais étrangement avec une drôle d'alliance où est-ce que tu aurais la CAQ comment ils s'appellent? Les gens de Alexis Cossette-Trudel. Ouais, c'est ça. Seraient du même bord. Même si techniquement, je pense que les gens de la gang d'Alexis Cossette-Trudel et les gens de la CAQ ne s'aiment pas vraiment. Lui, il vient du PQ, là, by the way. Oui, mais je veux dire, il haït la CAQ, mais il haït encore plus la gauche. Donc, ouais. Si être à droite et que tu haïs la gauche, tu ne vas pas expliquer grand-chose. Oui, mais je pense que pour beaucoup, ça s'explique comme ça. C'est comme dans leur tête, ce sont, mettons, des gens de droite parce qu'ils haïssent la gauche, et à gauche, ce sont des gens de gauche parce qu'ils haïssent la droite. Là, tu te dis, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, les amis. Oui, mais en fait, étrangement, je pense que les gens comprennent ça. Quand tu en parles avec eux, ils acceptent. Ceux qui ne comprennent pas ça, étrangement, c'est les gens dans le monde des médias. Ouais. Parce que pour eux, ils sont attachés à une narrative. La narrative est attachée à leur job parce que leur job est important et qu'ils ont un statut social, ils ont un revenu qui vient avec. Ils ont avantage à ne pas faire défection d'un certain discours, même quand ils pensent qu'ils sont d'accord. En fait, un nombre de fois que j'ai eu des conversations avec des chroniqueurs ou des journalistes, la conversation est allée sur quelque chose qu'eux pensaient vraiment, et ensuite qui disaient qu'ils n'en parleraient pas en public. Ça te montre qu'il y a un divorce complet pour maintenir ma position de prestige comme chroniqueur, il faut que je continue de dire X, même si je sais que X-1 est plus précis et plus vrai. Mais le -1 me coûte trop cher, donc je ne le dis pas. Oui, absolument. C'est en plein ça. Bon, on s'en tient à ça pour aujourd'hui? On s'en tient à ça pour aujourd'hui, puis on reprend la semaine prochaine. Yann devrait nous rejoindre cette fois-là. Ça va être mieux.
Ciao. Salut.